Hello, bonjour. This meeting is being Donc, bonsoir, est-ce que l'interprétation est prête? Les interprètes sont prêts? Oui, OK. On va juste attendre deux autres minutes pour laisser le temps aux participants donc, de joindre le webinaire. Donc, et après, on va commencer. ok, on peut commencer. Donc, chers participants, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je suis Houssam Rarbi, responsable du programme Développement des PME et commerce à l'Union postale universelle. L'Union postale universelle, c'est une agence spécialisée des Nations unies pour le développement du secteur postal. Je suis aussi expert en commerce international et en relations internationales depuis plus de 15 ans à la Poste tunisienne. Comme vous le savez, on vit dans un monde de plus en plus connecté. Le commerce électronique est devenu un levier incontournable pour les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, il est crucial de comprendre et de maîtriser les stratégies et les outils nécessaires pour prospérer dans cet environnement numérique en constante évolution. C'est pourquoi nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce webinaire consacré au thème e-commerce et PME au Maroc et en Tunisie. Au cours de ce webinaire, nous allons explorer les différentes facettes du e-commerce et de son impact, notamment sur les PME.
Nous discuterons des avantages et des défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles se lancent dans la vente en ligne. Nous aurons le privilège d'entendre des experts renommés dans le domaine du e-commerce qui partageront leurs connaissances approfondies et leurs conseils éclairés pour aider les PME marocaines et tunisiennes à réussir dans le monde donc, du commerce électronique. Nous allons consacrer 1 h 15 pour les présentations et 15 minutes pour les questions-réponses. Donc, je demande aux panélistes de bien respecter ce créneau horaire. Avant chaque présentation, un sondage apparaîtra sur l'écran et on demandera aux participants d'y répondre. Enfin, il est important de mentionner que ce webinaire est interactif. Nous encourageons vivement votre participation active en posant vos questions et en partageant vos idées. Afin d'assurer un bon déroulement du webinaire, donc si vous avez des questions à poser, cliquez sur le bouton lever la main pour demander la parole au cours de la section questions-réponses. Vous pouvez aussi écrire vos questions dans la rubrique questions et réponses. Aussi, veuillez muter ou couper votre micro afin de faciliter la tâche pour les interprètes. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement tous nos conférenciers, partenaires et participants pour leur présence et leur soutien à cet événement. Nous sommes également heureux de vous annoncer que ce webinaire est en partenariat avec Stanad et Avrio Impact. Sans plus tarder, je passe la parole à M. Paul Payet du Fonds Sanad pour ses propos introductifs. Monsieur Paul, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'ensemble des participants à ce webinaire. Pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Paul Payet, je suis chargé d'affaires à Finance in Motion. Je fais partie de l'équipe en charge des activités d'investissement pour le Fonds Sanad au Maghreb. Et donc pour commencer ce webinaire, donc je vais donner un aperçu du Fonds Sanad pour les micro, petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'il serait possible d'avancer sur les slides? Est-ce que vous pouvez avancer les slides, dérouler les slides? Alors, il semblerait qu'il y ait un Je- petit problème technique. Un petit aléa technique juste. Ouais, il y a un problème technique. On va vous faire le partage autrement. Un petit instant, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, on le voit. Oui, je peux voir l'écran. D'accord. Très bien, c'est parti. Ok, donc pour commencer avec la présentation de Sanad, donc investir dans l'emploi et l'entrepreneuriat, donc qui est la thématique clé du Fonds Sanad pour les MPME, donc les micro, petites et moyennes entreprises. On peut passer directement au slide suivant. Donc le Fonds Sanad est un fonds d'investissement qui est dédié à la région MENA, donc c'est-à-dire le Moyen-Orient, Afrique du Nord, avec également une présence sélective dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Le but du fonds est de promouvoir le développement économique de la région en favorisant le financement des PME et des entrepreneurs locaux et ainsi de soutenir la création d'emplois. Le tout en ayant un focus particulier sur le secteur agricole, l'emploi des jeunes, l'emploi féminin et l'inclusion et l'innovation financière. Et donc, pour remplir son objectif, le fonds développe des partenariats avec des institutions financières locales comme des banques, des institutions de leasing, des institutions de microfinance, auxquelles le fonds fournit des lignes de financement qui sont dédiées exclusivement aux entrepreneurs et aux PME. Et donc, pour entrer un peu plus dans le détail, donc le fonds Sanad, est-ce qu'il est possible de
revenir tout voilà, à revenir. cette slide, Pardon. merci. Le fonds Sanad, donc, est une société d'investissement à fonds à capital variable, donc SICAV, qui est basée au Luxembourg et qui a été créé en août 2011. Le fonds a été initié par KfW, qui est la banque de développement allemande. C'est un fonds qui a été construit sur un modèle de partenariat, de partenariat public-privé. Donc le fonds est financé par à la fois par des investisseurs publics comme le gouvernement allemand, l'Union européenne, et à la fois par des investisseurs privés comme GLS Bank ou Calvert Impact Capital. Donc il est important aussi de dire que le fonds est conseillé et administré par Fancy Motion, qui est un asset manager spécialisé dans la gestion de fonds à impact. Voilà. Ensuite, donc, pour continuer sur la slide suivante, sur le second aspect du fonds Sanad, qui est la facilité d'assistance technique, puisque Sanad offre à la fois donc, du financement, mais également des possibilités, une offre d'assistance technique envers ses partenaires. Et cette facilité d'assistance technique a pour but de maximiser l'impact et la portée des investissements du fonds, à travers la mise en place de projets qui visent à soutenir ses partenaires dans leurs axes de développement et de formation. Les thématiques principales en termes d'assistance technique sont mentionnées sur la slide suivante. Il s'agit de la durabilité, où il s'agit de sensibiliser les partenaires clients finaux aux pratiques financières durables et renforcer leurs capacités dans ce domaine. Il y a également la thématique du soutien à l'entrepreneuriat féminin, donc améliorer l'accès aux services financiers et non financiers pour les femmes entrepreneurs afin de faciliter leur croissance future. Il y a également le financement, tout ce qui va être lié au financement agricole, et également tout ce qui va être lié à la numérisation, donc pour pouvoir promouvoir et faire progresser la transformation numérique des partenaires du fonds et des micro et petites et moyennes entreprises de la région. Et donc, c'est dans le cadre de ce webinaire, c'est le cadre de l'un de ces projets d'assistance technique que nous avons donc ce webinaire lié à la transformation numérique des TPME de la région MENA. Le projet vise à prévoir l'organisation d'une série de webinaires visant à promouvoir la transformation numériques des PME, avec l'objectif donc de présenter l'importance de la numérisation, de fournir des informations aux PME sur les solutions disponibles et sur la manière de les mettre en œuvre pour rendre leur entreprise plus efficace, et aussi explorer les différents outils et services numériques qui sont disponibles. Donc voilà, donc à travers ce projet, donc il y aura un total de 12 webinaires qui sont organisés cette année dans tous les pays de la région MENA. Donc voilà brièvement ce qui concerne Sanad. Vous trouverez ici les coordonnées de nos équipes pour toute question, pour toute information complémentaire. Donc on se fera un plaisir de répondre à toutes les questions. Donc voilà, sur ce, je vous remercie et je laisse à présent la parole à Lamana, il me semble, pour la suite du webinaire. Merci, M. Payet, donc, pour votre présentation. Je passe maintenant la parole à Mme Sahana Haroun Kumar d'Avrio Impact. Madame Sahana, vous avez la parole. Merci beaucoup à vous tous d'être présents ici aujourd'hui pour cette thématique qui me passionne personnellement et puis aussi dans notre secteur, on va dire, le e-commerce, aussi l'accès pour les PME au marché et au marché aux PME. Je me présente, Sana Runkumar, je suis la co-fondatrice et co-directrice d'Avrio Impact et on est ravis de travailler avec Sana depuis plusieurs années maintenant avec un focus sur l'inclusion financière, la digitalisation et aussi accès, comme je disais, au marché et à la finance aux PME. Ces séries de webinaires aujourd'hui, c'est le 3e parmi des thématiques qu'on a sondées auprès de PME au Maroc et en Tunisie pour vraiment comprendre en fait vos besoins sur la thématique de la digitalisation et comment les outils digitaux peuvent vous être utiles dans vos entreprises. On a fait la première qui était introduction à la digitalisation, un deuxième qui était le marketing numérique et aujourd'hui le 3e c'est autour de l'e-commerce.
Chez Avrio, on a un focus sur l'impact, inclusion et la digitalisation ou innovation, surtout avec un focus sur des pays dans la région MENA, donc Afrique du Nord et Moyen-Orient. Et on aide nos clients, que ce soit des bailleurs, des institutions microfinance, les PME, les fintech et tout type d'entreprises intéressées dans le digital ou impliquées dans le digital, à mieux accéder les populations locaux, à mieux comprendre les chaînes de valeur et à mieux utiliser les outils digitaux au profit des populations et des entreprises locales. Donc, c'est avec grand plaisir que j'assiste à ce webinaire et je vous invite à écouter attentivement. Et puis, on est là aussi pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Et avec ça, je repasse la parole à M. Hussein. Merci, Sana, pour ces propos. Donc, les connaissances sur la digitalisation des ventes sur une échelle de 0 à 10. Donc, avec 0, je ne connais pas grand-chose à la digitalisation et avec 10, je suis très bien informé. Donc, veuillez répondre à cette question afin qu'on ait un aperçu et qu'on résume donc les résultats de ces sondages, de ces 5 sondages à la fin du webinaire. Donc, vous avez à peu près une dizaine de secondes pour répondre à ce sondage. Merci. Ouais, donc, on voit donc qu'il y a pratiquement 29% des participants ne connaissent pas grand-chose à la digitalisation. Donc, est-ce qu'on peut partager encore juste le résultat? Oui, ça, c'est donc l'origine des pays. Donc, vous avez 10 secondes pour répondre à l'origine des pays. Donc, est-ce que vous êtes le PME du Maroc, le PME de la Tunisie ou bien d'autres pays? Excusez-moi, s'il vous plaît, je ne peux pas répondre au sondage parce que j'ai une mention comme quoi les hôtes ils ne peuvent pas voter. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette mention. Oui, je crois que c'est autorisé simplement pour les participants et non les panélistes. Peut-être vous êtes donc enregistré en tant que panéliste, je crois. D'accord, ça marche. Merci. OK, merci. On n'a pas vu donc le résultat du sondage, mais on va commencer directement avec la première présentation. Je vais prendre la parole maintenant pour présenter la première intervention, qui est celle de l'Union postale universelle, donc, qui donc, s'intéresse au rôle du secteur postal en tant qu'acteur d'inclusion commerciale pour les MPM. Slide suivant. Slide suivant. Dans les 30 dernières années, le secteur postal a connu 4 grandes vagues d'innovation. Les moyens de communication numérique ont progressivement entraîné ce qu'on appelle donc la substitution numérique, donc un abandon progressif de communication sur support papier au profit des communications électroniques. La première vague, donc, qui est celle de l'automatisation postale, a lieu à partir des années 90 avec la croissance rapide du volume de courrier. Les efforts numériques des postes étaient principalement axés sur la simplification et l'automatisation des centres de tri, mais avec la baisse actuelle donc, du volume de courrier, avec la croissance du commerce électronique, les postes investissent plus vers les chaînes de valeur centrées sur le client. La deuxième vague donc, de digitalisation donc, a vu le développement des services e-gov pour compenser les pertes de revenus liés donc, au courrier. La troisième vague est celle donc, est née avec l'utilisation de l'Internet vers les années donc, 2000. Les opérateurs postaux ont commencé à proposer certains services de base en ligne, donc, comme la consultation de la base de données des codes postaux, le changement d'adresse et le calcul de prix. Et avec plus récemment donc, l'apparition des applications mobiles qui permettent de faciliter l'accès à l'information pour les clients. La quatrième vague est celle de la transformation numérique. Donc, les postes ont commencé à investir à long terme sur l'innovation numérique en termes donc, de process, d'innovation au niveau du process et au niveau de l'organisation elle-même des postes. Slide suivant. Donc, qu'est-ce qu'une plateforme de commerce électronique?
Donc, une plateforme de commerce électronique est une plateforme web qui permet donc à un marchand de vendre ses produits et services sur Internet. Un site de commerce électronique propose un catalogue de produits, la possibilité de suivre les commandes et il est doté d'un système de paiement sécurisé. Les vendeurs peuvent être des professionnels, donc le B2C, comme par exemple Jumia, mais aussi des particuliers, C2C, comme les plateformes de Vinted et la marketplace, par exemple, de Facebook. D'autres marketplaces donc, facilitent les transactions entre les professionnels, donc, comme donc le B2B, comme Alibaba.com, TradeK ou bien Amazon Business. Les cibles de toutes ces plateformes donc, sont les PME, les artisans, les femmes au commerce et bien sûr le citoyen donc, ordinaire. À noter qu'il y a une différence essentielle entre une virtual marketplace une vitrine de vente en ligne qui se situe principalement au niveau de la gestion des risques liés à la transaction de commerce électronique. Slide suivant. Ici, on voit un slide donc, qui cite les avantages et les inconvénients de la vente en ligne. Donc, parmi les avantages de la vente en ligne, on peut citer le coût réduit, la flexibilité au niveau du temps et de l'organisation, le marché du commerce électronique qui est en plein essor, l'utilisation des données clients et le confort d'achat. Alors que parmi les inconvénients, on a noté la forte concurrence, les délais d'expédition, la sécurité et aussi le manque d'humanisation. Slide suivant. Quand on parle de commerce électronique, on parle généralement de paiement en ligne. Dans la région, donc Moyen-Orient et Afrique du Nord, on a noté un taux de pénétration de cartes de paiement largement inférieur à celui enregistré dans d'autres régions du monde, avec une préférence de la clientèle pour le mode de paiement par cash à la livraison. En Tunisie, on a enregistré plus de 20 millions en nombre de transactions en 2022, dont 32% de paiement et 68% en termes de cash out, alors que le nombre de cartes a également augmenté de plus de 7%. Au Maroc, les sites marchands ont réalisé plus de 20 millions d'opérations de paiement en ligne avec les cartes bancaires marocaines et étrangères, soit une progression de plus de 37% en nombre et plus de 24% en montant par rapport à 2021. Slide suivant. Le slide suivant, donc, il expose certains problèmes que rencontrent les PME dans leur activité liée au commerce domestique et transfrontalier. Parmi les problèmes les plus importants, on peut donc citer la complexité des procédures d'exportation, d'importation et de transit, le coût élevé pour l'opération d'exportation, l'accès au financement, le manque d'informations sur les coûts et procédures d'importation dans le pays de destination, les problèmes pour héberger les produits dans les plateformes internationales comme Amazon et eBay. Donc, des problèmes aussi rencontrés pour le paiement international, notamment liés à la réglementation de change et les frais de transaction élevés. Aussi, le dernier point, c'est le manque de confiance de la part de la clientèle pour payer en ligne sans toucher le produit. Slide suivant. Donc, ici, quel est le rôle donc, du secteur postal dans le développement du commerce électronique, notamment l'inclusion commerciale pour les PME? Au niveau de l'UPU, on a noté que 84% des marchandises transfrontalières achetées en ligne sont des petits paquets pesant jusqu'à 2 kg. Les postes ont dominé ce marché jusqu'en 2020, avec environ 70% de part de marché. Mais au niveau de l'UPU, on a noté qu'il existe maintenant une fuite du flux postal vers le fret depuis 2020. Et c'est pour cette raison que l'UPU est en train maintenant de réfléchir sur le développement d'un produit B2B, B2C. Slide suivant. J'entends l'interprétation en arabe sur mon micro. Donc, le réseau postal joue le rôle de hub pour le e-commerce. Donc, la Poste possède une infrastructure clé pour permettre l'inclusion commerciale pour les PME, la facilitation des échanges, notamment pour les PME et les femmes au commerce. Pour répondre, pour donc capitaliser sur cet atout, l'UPU a développé un nouveau programme pour l'inclusion commerciale des PME appelé Trade Post,
Ce projet vise à créer un processus d'exportation et d'importation simplifié et accessible pour les PME et les femmes dans le commerce, notamment avec la réduction du temps à l'exportation et en optimisant la chaîne logistique et en accélérant le dédouanement et en réduction du nombre de formulaires. On a aussi l'un des outputs de ce projet est la création d'une solution de recouvrement des droits de douane au niveau du guichet postal ou bien en ligne. Et aussi, l'un des outputs de ce projet, c'est la création d'un corridor pour l'échange des envois trade post au niveau régional et au niveau continental. On vise aussi à travers ce projet d'optimiser l'interopérabilité des chaînes d'approvisionnement donc, entre les parties prenantes à ce projet, notamment les douanes et les autres parties. Donc, l'un des outputs aussi de ce projet, c'est fournir un accès aux informations pour le PME. Et le dernier donc, output stratégique, c'est d'harmoniser le cadre législatif donc, régissant les échanges postaux. Slide suivant. Voici un exemple d'outil mis à... non, le slide précédent, s'il vous plaît. Non, précédent. Non, non. OK. OK, je crois que ça a été donc... mais bon, juste, je vais donner donc oralement... Oui, vous pouvez vous arrêter là. Juste, je vais donner oralement donc, un aperçu sur un produit qui est développé par l'UPU qui s'appelle donc EAD Mobile, donc qui permet donc, aux PME, aux clients de la Poste, de remplir le formulaire de douanier CN23 en ligne via donc l'application qui est donc qu'ils peuvent télécharger au niveau de Google Store et d'Apple Store. Aussi, l'UPU a développé donc des vitrines en ligne donc, qui permettent à certains opérateurs postaux africains, via les solutions d'Outpost de l'UPU, donc de créer une plateforme de vente et de vendre, donc, de permettre donc, l'intégration des produits des PME au niveau de ces plateformes-là. Aussi, le dernier point, c'est que l'UPU est en train de lancer un projet qui s'appelle Connect.post et qui permet d'améliorer la connectivité du réseau postal à Internet d'ici 2030. OK, maintenant, on voit que le projet Trade Post, anciennement appelé EasyExport, a été implémenté en Tunisie et au Maroc. En Maroc, c'est donc une phase test. Il vise à faciliter le processus d'exportation pour les PME via le réseau postal en simplifiant les formalités administratives et notamment leur traitement au niveau du guichet de poste. Les PME n'ont plus à se déplacer donc, dans tous les intervenants donc, de l'opération de commerce extérieur, mais simplement aller à la poste pour compléter toutes les formalités d'export. Trade Post, c'est un projet national donc, qui implique l'intervention de toutes les parties prenantes dans l'opération de commerce extérieur, par exemple la Banque centrale, le ministère de Commerce, les douanes, la Poste, les guichets uniques Tunisia TradeNet et Portnet au niveau du Maroc, le ministère de l'Artisanat et le patronat. Il vise à améliorer la qualité du service de l'opérateur postal et à favoriser notamment la coordination post-douane et à assister les gouvernements pour mener les réformes nécessaires pour simplifier les procédures d'exportation liées au commerce électronique. Slide suivant. On va voir maintenant quelques chiffres au niveau de l'implémentation des exports en Tunisie. Il y a eu donc la mise en place de 12 guichets uniques au niveau de la Tunisie. On a constaté aussi une augmentation du nombre d'envois d'exportation de plus de 112% en 2021 et de près de 360% au cours du premier semestre 2022 par rapport à la même période en 2021. On a aussi constaté une exportation de plus de 27 000 colis recommandés EasyExport pour 84 pays. Le projet, quant à lui, donc Tasdir Sahel Maroc, sera lancé d'ici donc la fin de l'année 2023. Et je crois que j'ai fini la présentation de l'UPU. Maintenant, j'espère que j'ai respecté le temps. Maintenant, on va donc voir apparaître à l'écran notre deuxième sondage. Donc, est-ce que vous pouvez donc juste afficher la question?
Donc, est-ce que vous disposez d'un site de vente en ligne ou bien d'un catalogue de vente en ligne? Donc, prière de répondre à cette question, oui, non, ou bien en cours. Vous avez 10 secondes pour répondre à cette question. On peut afficher les résultats? Merci. OK, donc 60% des participants n'ont pas de site de vente en ligne et 40% en ont. OK. Merci. Donc, on passe maintenant à notre deuxième panéliste, M. Youssef Bachouch, qui va nous présenter le rôle de la Poste tunisienne en tant qu'acteur du commerce électronique et aussi nous donner quelques conseils pour réussir l'activité de commerce électronique pour les PME. Monsieur Youssef, vous avez la parole. Merci, bonjour. Merci à Houssem. D'abord, je voudrais remercier Sanad et Avrio Impact pour le webinaire et remercier aussi tous les participants de nous rejoindre aujourd'hui. Voilà, donc d'abord, je me présente. Je suis Yousri Bachouch. Je suis chargé du développement du e-commerce à la Poste tunisienne. Mais également, je suis aussi expert postal et logistique et en même temps, je suis aussi consultant en e-commerce. Voilà, donc pour optimiser le webinaire ou en profiter pour les participants au maximum, ma présentation va porter sur deux parties. Une première partie, c'est pour mettre en avant le rôle de la poste du secteur postal et pour enchaîner avec M. Houssem sur le rôle de la poste comme acteur de e-commerce. Et la deuxième partie serait plutôt sur ma casquette en tant que consultant en e-commerce ou coach et va être autour de quelques conseils pratiques pour le développement des activités e-commerce pour les petites et moyennes entreprises. Mon premier slide, et j'ai voulu, puisque le webinaire est destiné aux MPME au Maroc et en Tunisie, donc j'ai voulu juste mettre quelques indicateurs sur le e-commerce ou la digitalisation au niveau des deux pays. Donc, ce qu'on constate brièvement, c'est qu'il y a une similitude entre les deux pays en matière de pourcentage de connectivité de la population. Donc, c'est autour de 70% pour les deux pays de la population qui est connectée à Internet. Les deux pays sont notés best, c'est-à-dire ils ont une bonne notification en matière de connectivité et d'infrastructures numériques. Enfin, la dernière partie, c'est que nous voyons que la part du e-commerce dans le PIB elle est de l'ordre en 2020 de 0,26% pour la Tunisie et de l'ordre de 0,35% pour le Maroc. Donc, comparablement, si on compare avec d'autres pays comme l'Égypte ou bien la Turquie, qui est autour de 3%, 3,85% pour la Turquie et 1,8%, je crois, pour l'Égypte. Donc, donc, il y a un potentiel de développement du e-commerce. Il y a un grand potentiel dans les deux pays pour justement le développement de l'activité e-commerce et la part dans le PIB. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, pour présenter la poste tunisienne, donc, il y a le slide d'avant, s'il vous plaît. Ah, voilà, donc d'accord. Donc juste brièvement, la Poste tunisienne, donc c'est l'opérateur désigné par l'État pour l'activité postale. Elle a un grand réseau de plus de 1100 points de contact sur tout le territoire implémenté et comme l'a mentionné Houssem, donc la Poste avec ce réseau vaste étalé sur tout le pays, avec la confiance de la population, est un acteur très important pour aider les entreprises justement à développer ou à se connecter au réseau national et international.
La spécificité des postes, et dont la poste tunisienne et même la poste de Maroc, c'est d'être à la fois un acteur transporteur, c'est-à-dire un acteur qui fait de la logistique, mais aussi un acteur financier qui gère de l'argent. Ces deux activités faites par ces institutions en même temps, et c'est une spécificité parce que jamais on trouve un transporteur qui transporte des fonds ou qui fait des activités financières, ou bien une banque ou une institution financière qui fait de la logistique. Donc, cette spécificité des postes rend la poste tunisienne aujourd'hui un acteur important du e-commerce, et effectivement, pour les entreprises ou les PME qui veulent faire du e-commerce et qui cherchent à intégrer sur leur plateforme ou bien site web ou bien e-shop des kits de paiement, ou bien parallèlement des kits de paiement, mais aussi des kits de livraison et logistique. Donc, ils peuvent s'adresser directement à la poste qui offre ce qu'on appelle le pack aujourd'hui e-commerce et qui est constitué d'un kit de paiement. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous savons que le e-commerce, pour réussir une activité e-commerce à travers son site, on a besoin d'intégrer un kit de paiement ou de mettre à la disposition du client des moyens de paiement. Donc, la Poste offre ceci. Donc, si on fait ce rapprochement avec la Poste par les PME, donc le PME peut intégrer un kit de marchand qui est le kit MPGS, Mastercard Payment Gateway. C'est un kit de la Poste tunisienne en partenariat avec Mastercard. Et c'est un kit hautement sécurisé et avec des fonctionnalités dédiées e-commerce. Et en même temps, l'entreprise peut bénéficier de la livraison de la part de la Poste avec bien sûr la collecte, la livraison et le paiement s'il a été effectué à l'avance par une carte bancaire à travers le kit paiement, c'est bon. Sinon, il y a le paiement à la livraison ou le cash on delivery. Le paiement à la livraison est aussi un service qui est fourni par la Poste avec la possibilité de l'assurance des envois, de la traçabilité, c'est-à-dire que chaque 4 heures ou 3 heures, vous avez une visibilité de votre commande ou de l'expédition. Et voilà. Donc, il est à souligner aussi que la Poste tunisienne est la première institution en Tunisie qui a développé la monnaie électronique qui est le e-dinar depuis l'année 2000. Et elle a commencé l'expérience en e-commerce par la vente en ligne des fleurs de la Poste et des timbres de la Poste depuis l'année 2000. Monsieur Yusri, est-ce qu'on peut juste accélérer donc le déroulement de la présentation? Oui, on passe au slide suivant. Voilà, donc la Poste aujourd'hui, elle offre d'autres services à valeur ajoutée tels que l'emballage, le dédouanement, le transit, la domiciliation de la facture à l'exportation, la collecte et l'expédition, la traçabilité et aussi le paiement à destination. Aussi, il y a l'expérience de facilitation des exportations à travers le réseau postal, à travers le projet Easy Export qui a été implémenté en 2019. Et Houssam, dans sa présentation, a parlé de ce projet et des chiffres qui ont été réalisés. Donc, on passe au slide suivant. Donc, la deuxième partie de la présentation, elle porte sur les clés de réussite pour une entreprise qui veut développer son activité e-commerce. Slide suivant. Donc, le développement de l'activité e-commerce, il est conseillé de passer par 6 étapes. Premièrement, la définition de la stratégie. Toute entreprise doit avoir une stratégie pour, c'est-à-dire définir ses objectifs pour réussir son activité e-commerce. Deuxièmement, une étude marché est nécessaire pour bien sélectionner la clientèle et réussir ses ventes. Troisièmement, la préparation du contenu. Quatrièmement, développement de la solution ou l'inscription sur une plateforme de vente en ligne, marketplace. Cinquièmement, le référencement. Et sixièmement, le marketing digital. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, la définition de la stratégie, elle peut être définie autour de quelques questions. Quel objectif commercial nous avons? Comment mesurer la performance de nos transactions? Quel est le meilleur marché cible?
domestique ou à l'international. Quel est le client parfait qui achèterait le produit en ligne, B2C ou bien B2B? Quels sont les canaux numériques à utiliser, site web, marketplace, etc. Quelles sont les ressources à mettre en place pour atteindre les objectifs? Quel produit-service convient-il à vendre en ligne, etc. Donc, il faut définir ces objectifs, savoir ce qu'on va faire et ce qu'on veut faire et quel produit nous voulons vendre exactement. Slide suivant. L'étude marché. Tout projet doit débuter par une étude marché. L'étude marché ici en e-commerce, elle est un peu différente puisqu'on s'adresse à des internautes. Par ailleurs, il faut faire son étude, ce que cherchent les internautes. Donc, il y a des outils gratuits qui peuvent nous renseigner sur cette étude marché. On peut utiliser l'outil Google Trends, qui est un outil facile à utiliser et qui va nous donner, avec les termes clés ou les mots-clés sur notre produit, de savoir des informations sur les mots-clés à introduire dans le contenu de notre site, quelle audience est intéressée par notre produit et quels sont les marchés cibles et les pays cibles. Aussi, il y a l'outil Facebook Audience Insight qui va nous donner une idée sur l'audience et la clientèle qui est intéressée à notre produit. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc l'étude marché doit passer aussi par la segmentation, une segmentation de la clientèle et se fait par les mêmes outils. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc la troisième des choses importantes à définir après la stratégie et l'étude marché, c'est le contenu, c'est bien préparer le contenu. Et il suffit de vous montrer cet exemple-là où il y a cette personne qui a acheté une tapis sur Internet en croyant que c'est une tapis pour son salon. Et lors de la livraison, il découvre que c'est un tapis pour le souris de l'ordinateur. Donc, vous voyez ici quelle est l'importance de préparer le contenu du produit, de préparer le fiche produit, de faire des vidéos d'utilisation du produit parce que ici, c'est une question de confiance. Ici, le produit, il est à distance. Et si on ne met pas le fiche produit avec tous les détails, les dimensions, le poids, la taille, aussi identifier l'entreprise, l'adresse, mettre les règles générales de vente, la politique de confidentialité, la gestion de retour et le remboursement en cas de résiliation. Toutes ces informations sont très importantes pour réussir son projet e-commerce. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, il suffit pour commencer son projet soit de développer son propre site. Si on n'a pas les moyens, on peut s'inscrire sur une marketplace qui va nous garantir plus de visibilité, moins d'investissement, mais bien sûr, il y a plus de concurrence. Hossein déjà a présenté dans sa présentation les avantages et les inconvénients des marketplaces et des sites web. Donc, ici, quelques exemples de marketplaces qu'on peut intégrer. B2C, et ces marketplaces, bien sûr, ils diffèrent selon la cible et selon le profil. Donc, il y a le B2C comme Amazon, eBay, Cdiscount, B2B comme Alibaba, des plateformes, des marketplaces de services comme Udemy ou Freelancer, et il y a aussi les marchés niches comme Etsy et Zalando. On passe au slide suivant, s'il vous plaît. Monsieur, c'est encore une minute. Oui, oui. Donc, voilà, donc il est nécessaire après le développement de son site ou de commencer ou de préparer le contenu et définir sa stratégie, d'abord de mettre tous les moyens de paiement à la disponibilité du client selon les besoins de la région. Par exemple, la région arabe et Maroc et Tunisie, et il y a fortement le cash on delivery ou le paiement à la livraison. Donc, ce choix doit être mis à la disposition du client s'il ne veut pas payer par carte. Mais aussi, à l'international, il faut mettre la devise des pays de destination, c'est-à-dire si on veut vendre aux États-Unis, on ne peut pas mettre Visa, on doit mettre l'accès à, par exemple, American Express pour que les clients aux États-Unis peuvent acheter sur notre plateforme. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, voilà, donc aussi, il faut mettre des choix de livraison, c'est-à-dire mettre différents choix pour que les clients soient une livraison à domicile, les points relais. Il faut bien choisir son partenaire logistique parce que la logistique est très importante et on peut
quitter un site e-commerce à cause d'une mauvaise expérience de livraison. Slide suivant. Donc, les deux slides suivants, c'est le référencement. Donc, il est important de bien se référencer sur Google pour apparaître pour les internautes sur les premières pages de recherche pour qu'on soit visible sur Internet pour la vente des produits. Le dernier conseil, bien sûr, l'importance, dernier slide, c'est l'importance du marketing digital. Il faut faire du marketing digital, il faut investir. On peut utiliser les réseaux sociaux, mais aussi les emailing pour, bien sûr, promouvoir sa marque. Et voilà, j'arrive à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Usri, donc pour votre riche intervention. Donc, on va lancer maintenant notre troisième sondage que vous voyez apparaître à l'écran. Donc, veuillez donc répondre à ce sondage. Donc, est-ce que vous avez effectué des opérations d'exportation ou bien vous ciblez seulement le marché domestique? Donc, les réponses sont oui ou non ou bien en cours. Est-ce qu'on peut voir les réponses du sondage? OK. Merci. Donc, on passe maintenant à notre troisième panéliste, donc Monsieur Jean-Claude Quadiou, représentant d'une société partenaire d'Amazon située au Canada. Donc, sa présentation portera sur la création du site de vente à l'optimisation de la livraison. Monsieur Jean-Claude, vous avez la parole et je demande aux panélistes d'essayer de respecter 10 minutes pour chaque intervention. Merci. Okay. Merci, Youssem. Je salue également les participants. Je suis Jean-Claude Quadiou et je suis développeur senior. Je travaille pour la ville de Montréal. Je suis également entrepreneur, partenaire d'Amazon. Et à ce titre-là que je suis là pour partager avec vous l'expérience en tant que développeur et aussi l'expérience en tant que partenaire d'Amazon. Voilà, donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de e-commerce, on pense tout de suite à la vente en ligne. Alors, il y a plusieurs manières de vente en ligne, enfin, de vendre en ligne. On peut passer par les marketplaces, on peut passer par les sites de petites annonces, on peut également avoir son propre site de vente en ligne. Alors, aujourd'hui, mon intervention, c'est surtout de vous parler donc, de la création d'un site de vente jusqu'à l'optimisation des livraisons. Alors, pour parler de sites de vente en ligne, nous avons principalement deux choix lorsqu'on pense à mettre en ligne un site. D'abord, c'est de partir de zéro, de créer son propre site Internet. Et là, ça demande certaines expertises comme la rédaction des contenus, le designing, les compétences techniques pour développer ce site et aussi un gros budget et de temps. Et donc, en ce moment-là, le taux d'échec est très élevé, surtout pour les PME. Les grandes compagnies peuvent se permettre cela, mais les PME qui en ont peu de moyens, donc ça devient un facteur de risque. Et la deuxième possibilité, donc, c'est d'essayer de ne pas recréer la roue, donc d'utiliser déjà des plateformes qui existent déjà et donc de les personnaliser en fonction de ses besoins. J'ai retenu aujourd'hui certaines plateformes, je pense que 4 plateformes, donc, qui pourraient être intéressantes en fonction de vos besoins pour la vente, mettre en place un site de vente en ligne. D'abord, la première plateforme qu'on appelle Shopify, donc c'est une plateforme de vente en ligne. Donc, il y a plusieurs qualités, à savoir la facilité d'utilisation. Donc, c'est une plateforme qui est assez conviviale et facile à utiliser. Elle également intègre plusieurs extensions, donc qui nous facilite la personnalisation. C'est aussi une plateforme qui est hébergée, ça veut dire que c'est une solution donc, qui est intégrée au forfait. Donc, l'hébergement est intégré au forfait. Quand vous payez le forfait, vous avez aussi l'hébergement. Elle dispose aussi des clients
Je pense que c'est l'une des rares plateformes d'ailleurs qui dispose d'un service, un support client, donc 24 heures, 7 jours sur 7. Également, la deuxième plateforme que j'ai retenue, qui est le WooCommerce. Ici, c'est une extension de WordPress. Donc, il peut vous faciliter également la mise en place d'un site de vente en ligne. Donc, il également a beaucoup d'extensions gratuites pour personnaliser votre site de vente en ligne. Également, une plateforme assez flexible quand même pour l'utilisation, qui n'a pas besoin d'avoir de grandes compétences techniques. C'est une plateforme aussi qui est hébergée, mais enfin, qui n'est pas hébergée. Ça veut dire que lorsque vous l'utilisez, c'est vous qui allez vous occuper de l'hébergement et autres, donc avoir une certaine expertise technique. Slide suivant, s'il vous plaît. OK, donc nous avons également la plateforme Magento. Elle, c'est vraiment la plateforme qui est dédiée vraiment aux grandes entreprises, les entreprises qui ont quand même beaucoup de visiteurs. Bon, et il a pratiquement les mêmes caractéristiques aussi que les précédents que j'ai cités, qui est une plateforme qui est très puissante et extensible. Elle est également personnalisable, mais un peu plus complexe que les autres. Et a aussi un support client, mais celui-ci est payant puisque c'est une plateforme quand même qui est dédiée presque à les grosses entreprises. On a également la dernière plateforme que je vous propose, qui est PrestaShop, qui est également gratuit, donc open source, qu'on peut utiliser pour mettre aussi en place son site de e-commerce. Elle est aussi assez flexible, qui a une communauté donc, qui est très active, donc vous pouvez apprendre beaucoup. Il y a également des modules et autres qui sont disponibles. Un service à clientèle aussi qui est disponible mais payant. Suivant. OK, donc pour mettre en place un site de e-commerce, il y a quand même des caractéristiques que ces sites-là doivent avoir pour pouvoir non seulement attirer les clients et aussi les maintenir. Donc, ça devrait être un site qui est vraiment assez convivial, attrayant et facile à utiliser pour les utilisateurs. Également, les sites doivent disposer d'un catalogue de produits, donc ils vont vous offrir certaines fonctionnalités, donc l'importation de vos produits, la description détaillée, les images, les prix, etc. Au suivant. OK, donc la mise en place d'une plateforme de e-commerce ne peut réussir juste en la création d'un site Internet. Parce que vous créez le site Internet, mais il y a toute autre, je vais dire, toutes d'autres étapes que vous devez vous intéresser pour vraiment réussir votre projet de vente en ligne. Ça passe également par une stratégie de marketing qui a été déjà développée précédemment par un des panélistes. Bon, moi, je vais rapidement passer là-dessus. Donc, il faut un bon référencement. Donc, il faut que vous utilisez les thèmes, les mots, les descriptions. Excusez-moi, s'il vous plaît, j'ai mes enfants là. OK, désolé. Donc, on peut utiliser aussi également les réseaux sociaux, les campagnes publicitaires pour promouvoir son site Internet. Suivant, s'il vous plaît. Alors, également, pour une gestion efficace, on a besoin aussi de gérer les commandes et gérer aussi les stocks, parce que ça, c'est très important dans le processus de vente en ligne, les commandes et maîtriser son stock. Donc, le site qu'on intègre ou alors la plateforme qu'on utilise doit être capable de gérer efficacement les commandes et pouvoir permettre aussi de suivre les paiements, de gérer également les retours. Au niveau de la gestion des stocks également, c'est un élément très important aussi, pour ne pas qu'on soit en rupture de stock. Il faut pouvoir faire le suivi précis des niveaux de stock, d'automatiser les notifications de réapprovisionnement et aussi avoir la disponibilité sur les produits sur le site. Suivant.
Nous avons également la gestion de la clientèle, sinon des clients et des expéditions. Et la gestion des clients est également importante dans tout ce processus-là parce qu'il faut établir un lien de confiance pour que les gens, les clients puissent venir sur votre site et revenir, mais il faut établir ce lien de confiance-là, donc une bonne gestion de la clientèle, donc avoir des informations sur ces clients, leurs coordonnées, leur historique d'achat qu'on peut exploiter, et également leurs préférences. Nous avons également, on a sauté, je voulais parler, il faut revenir en arrière un peu, voilà, donc parler de la gestion des expéditions. Donc, c'est également un élément important quand le client il achète un produit, il s'attend à recevoir le produit peut-être dans le meilleur délai. Donc, c'est un élément à prendre vraiment en compte, donc, la gestion des expéditions, le suivi des colis et les coordonnées de livraison. On peut aller au slide suivant. Également, en parlant de vente en ligne, on a les éléments comme la livraison qui sont des éléments importants parce que quand le client il fait sa commande, il attend à recevoir sa commande au bon moment. Et en tant que entreprise de vente en ligne, vous ne pouvez pas tout faire, vendre en ligne et aussi faire les livraisons. Donc, il est important donc, de se faire des partenariats, de trouver des partenaires de livraison, que ce soit à l'international ou en local, et aussi pour proposer d'autres options comme le retrait aussi en magasin. Donc, le client peut acheter en ligne, mais aller le prendre en magasin pour se faire livrer. Il faut également gérer, équilibrer donc, entre le coût d'expédition et les délais de livraison, pour offrir une expérience satisfaisante à la clientèle. Le suivant. Alors, ici, je vous parle de le service à la clientèle et des retours donc des produits. Le service à la clientèle, comme je l'ai dit tantôt, c'est un élément essentiel parce que ce lien de confiance-là qui va vous permettre de fidéliser vos clients, que les clients aient confiance, à revenir sur votre site pour faire des achats. Et la politique de retour est aussi également importante parce qu'il ne faut pas que le client ait peur d'acheter votre produit et que s'il ne veut pas le produit, qu'il ne soit pas capable de le retourner. Donc, il faut vraiment définir une bonne politique de retour de produits où le client n'a zéro, comment on va dire ça, zéro risque à supporter le risque. Et par exemple, dans le cas d'Amazon, où je suis plus, je vais dire, partenaire d'Amazon de livraison, donc la plateforme déjà d'Amazon offre cette option-là de retourner le produit dans un délai de 10 jours. Et ça peut être pour n'importe quelle raison, soit le client ne veut plus le produit, ou le produit a été livré endommagé. En tout cas, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut retourner un produit. Et Amazon utilise d'autres partenaires donc pour retourner les produits, par exemple. Il y a la Poste du Canada, il y a d'autres compagnies comme Puroloto et tout. Donc, par qui les clients peuvent passer pour retourner leurs produits. Il y a également nous autres partenaires d'Amazon pour la livraison. Donc, nous faisons la livraison, mais aussi on récupère les colis que le client ne veut plus. Donc, si le client a fait sa commande qu'il ne veut plus en ce moment-là, pendant nos livraisons, on met ces adresses-là sur nos routes de livraison. Arrivé chez le client, on récupère le colis pour le retourner à Amazon. Mais Amazon aussi utilise d'autres partenaires comme des couches-tard, c'est des magasins dans lesquels le client peut déposer le colis et nous autres, on passe récupérer le colis pour le retourner à Amazon. Et une fois que le vendeur reçoit son colis, enfin son produit, en ce moment-là, le remboursement, il est fait. OK, je pense que c'est tout pour ma présentation. Merci Jean-Claude donc, pour votre présentation. On va lancer maintenant notre 4e sondage que vous voyez maintenant apparaître à l'écran. La question est: quel est le principal obstacle au développement des PME dans le commerce électronique? Donc, la première réponse, ce sont les difficultés logistiques.
les délais de livraison longs, le coût de transport élevé, la gestion du retour complexe, ou bien le manque d'assistance et de formation, ou bien les difficultés dans le processus de paiement, donc l'absence ou bien les difficultés au niveau du paiement international ou la gestion des retours des fonds. Donc, vous avez 10 secondes pour répondre. Est-ce qu'on peut afficher les résultats? Merci. OK. OK. Merci beaucoup. Donc, on passe maintenant à notre troisième panéliste, donc Madame Sarah Kinge de Levantine.fr. Donc, Sarah est une jeune entrepreneuse dans la vente en ligne des produits de tiroir, notamment Zater. Madame Sarah va partager avec nous son expérience dans le commerce électronique et les facteurs clés de son succès. Madame Sarah, vous avez la parole. Merci. Bonsoir à tout le monde, merci. Je viens de voir la liste. D'abord, il y a 5 femmes. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des femmes qui veulent entreprendre aujourd'hui. Alors, je vous raconte rapidement. Moi, je suis de base ingénieure. J'ai fait plus que 10 ans, j'étais plus que 10 ans ingénieure. Je travaillais presque partout dans le monde. Et il y a à peu près 2 ans, durant la période du Covid, j'ai décidé de monter mon entreprise. Alors, je vais vous dire rapidement, pas avec les slides, je vais vous raconter mon expérience, comment j'ai commencé et, si vous voulez, le succès que j'ai fait. D'abord, en tant qu'entrepreneuse, je voulais vraiment trouver dans le marché un produit que moi-même j'aimerais acheter. Et à mon avis, le point clé du succès, pas de mon succès, du succès d'une entreprise, c'est vraiment de traiter ses clients comme on aime nous-mêmes être traités. Que ce soit tous les points que Monsieur Kouadio, Jean-Claude avait parlé avant, le retour, la livraison, il faut vraiment traiter nos clients comme nous-mêmes on aime être traités. Alors moi, j'ai commencé à peu près 2 ans dans ma cuisine et j'ai préparé un mélange qu'on appelle le za'atar. Moi, je suis d'origine libanaise. C'est un mélange que je mange depuis toute petite et que c'est ma grand-mère qui préparait, mais que je ne trouvais jamais en France de bonne qualité. Tous les produits que je trouvais, ils n'étaient pas bons, ils n'étaient pas frais. Je me suis dit qu'il y a un truc qui manque, pourquoi pas essayer. Mais comme tout le monde… Pardon? Il y a quelqu'un qui a parlé? Non, vous pouvez continuer, Madame Sarah. OK. Mais comme tout le monde, en fait, quand on a l'idée d'entreprendre, on a aussi beaucoup de questions, des doutes. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont aimer? Je me suis posé toutes ces questions dans la tête. Et je ne voulais pas démissionner, j'avais peur de démissionner, je n'étais pas sûre, parce que ce produit, si moi je le mange, si ma mère le mange, ça ne veut pas dire que mon voisin ou un Français, ou pas nécessairement un Français, une personne en France va l'acheter. C'était vraiment les questions-là que je me posais. Alors du coup, j'ai gardé mon travail et j'ai commencé à préparer mon produit à la maison, dans ma cuisine. J'ai acheté une 30aine de pots. J'ai étiqueté à la main, moi-même, le produit. Voilà à quoi il ressemble aujourd'hui. J'ai rempli et au début, je suis allée toquer les portes des épiceries fines pour leur demander de revendre mon produit. J'avais que des non. Il faut savoir qu'on aura des non plus qu'on aura des oui. On aura 10 non pour avoir un seul oui. Et ça ne doit pas nous freiner. Si on ne prend jamais ce côté personnel, elle m'aime pas, elle m'a dit que mon produit n'est pas bon, n'importe quelle raison. Si vous croyez vous-même en votre produit, n'investissez pas tout ce que vous avez dedans. Essayez. On est en 2023. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir tester. On a des plateformes de partout. On peut vendre dans un petit village
en Malaisie un produit qui va aller au Suède. Et ça nous aide vraiment. Il faut juste savoir comment vendre son produit. La qualité, c'est la base. Le produit doit être beau. Et en fait, tout ce qui vient avec la livraison, le coût, le contact avec le client, ça, c'est un plus. Alors, au début, j'avais eu que des noms. L'idée, c'était vraiment de vendre ce produit dans des épiceries fines. J'avais, j'exagère pas, j'avais que des noms, aucun oui. Alors, pour ne pas baisser les bras, je me suis dit, étant moi-même cliente Amazon, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de le vendre sur Amazon? Avant de vendre sur Amazon, j'avais même essayé d'envoyer mon produit dans des plateformes de vente en ligne. Je leur écrivais tous des mails, ils ne me répondaient pas. Ils me disaient, ceux qui répondaient, ils me disaient, vous avez un seul produit, la gamme de produits n'est pas assez large, votre historique de la marque, elle n'est pas... Enfin, ils ne voulaient pas mon produit. Voilà. J'ai mis tous mes produits sur Amazon avec des livraisons de chez moi. Les produits ont été vendus en moins qu'une semaine. Pour moi, c'était déjà énorme. La plateforme Amazon, elle m'a aidé vraiment à avoir un produit qui n'est pas très connu en France, qui est devenu Amazon Prime, Amazon Choice, à cause des clients qui ont choisi mon produit. Et on n'a eu que des retours positifs en 3 mois. On a été listé Amazon Choice. Je ne pouvais plus gérer les commandes. J'ai envoyé tout chez Amazon. C'est eux qui gèrent la logistique, la livraison, le retour des clients. Et cette option-là aussi, elle m'a aidée. Après quelques semaines, Oussef, je suis désolée, mais quand je dépasse, tu peux me dire. Après quelques semaines, quand on a eu nos produits qui se vendaient, c'est là où on commence à nous poser des questions. C'est là où j'ai eu l'option de démissionner. C'est là où j'ai aussi eu l'option d'agrandir ma gamme de produits. Au lieu d'avoir un produit, aujourd'hui, après 2 ans, on en a 17. Quand on devient Amazon Choice, on a la voie d'aller dans des épiceries fines et de leur dire « j'ai un produit qui est Amazon Choice, j'ai un produit qui a plus que 1000 avis, est-ce que vous en voulez ?» Et croyez-moi, ils en veulent. C'est là où ils ont confiance parce qu'ils savent que sur Amazon, c'est les clients eux-mêmes qui donnent leur avis. Je vais vous donner quelques tips à propos de mon expérience. Écoutez toujours les avis négatifs de vos clients avant les avis positifs. Parce qu'à la fin, c'est lui l'acheteur. Demandez vos clients, est-ce qu'il y a un truc qui ne vous plaît pas? Ils vont aimer vous donner. Ils vont se sentir en fait partenaires dans ce projet. La présence des réseaux sociaux, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors moi, aujourd'hui, je ne fais pas TikTok. Pourtant, il y a plein de personnes qui me disent « Sarah, tu dois le faire ». Mais je sens pas que ma clientèle, elle se trouve sur TikTok et moi-même, je n'ai pas TikTok. Voilà, j'essaye vraiment d'être transparente avec mes clients, de ne pas faire un truc de plus que moi-même, j'aime pas faire. Je suis utilisatrice d'Instagram, plus que LinkedIn, plus que tout. Du coup, j'ai une présence sur Instagram. Si vous voulez voir, juste pour prendre des idées, et même si vous voulez suivre, ce serait génial. La page, ça s'appelle Le Ventin. Du coup, j'essaye de partager pas des trucs personnels. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas le faire. Je ne partage pas où je mange, où je voyage, les trucs de mes enfants, je ne le fais pas. Mais je partage, je demande aux gens de me donner des avis, en fait. Par exemple, ce produit-là, il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit « Est-ce qu'on peut l'avoir en sachet ?» Et je l'ai fait parce que le client, il l'a demandé. Je fais plein de sondages et je leur demande « Est-ce que vous préférez cette bouteille ou cette bouteille ?» Et ils me répondent, ils me disent « Voilà, on préfère cette bouteille, elle est plus belle, elle ne fait pas tomber. » Et j'écoute ce qu'ils disent, en fait. Je teste. J'envoie tout le temps. Il faut apprendre à donner avant de prendre. Envoyer un tout petit cadeau. Ce n'est pas un cadeau qui va vous coûter $1 ou €1, je ne sais pas quoi. Mais envoyer un petit bonbon, un petit chocolat,
un petit échantillon d'un nouveau produit, un petit échantillon d'un autre produit que le client n'a pas acheté. Écrivez une petite carte. Au début, moi, j'écrivais les cartes à la main. Par exemple, bonjour Yousri, voilà, bonjour Hind, voilà, je vous remercie pour votre achat. C'était du copier-coller, mais j'envoyais un petit mot et les gens, ils apprécient ça. À la fin, on est tous humains. On n'est pas que des vendeurs et des acheteurs. On n'est pas encore arrivé au moment robotique, quoi. C'est vrai qu'il y a Amazon, c'est vrai qu'il y a des robots derrière, mais le client, surtout après le Covid, les gens, ils cherchent ce côté humain derrière la marque. Ils veulent voir qui est derrière cette marque. Et il y aura toujours même 1% des personnes qui vont se sentir connectées avec vous. Par exemple, moi, aujourd'hui, durant les intervenants qui ont parlé, je me suis sentie, pour une raison ou une autre, plus connectée à une personne qu'à une autre. Et c'est normal, c'est naturel. Et nous, on ne veut pas avoir 100% des personnes qui passent sur Instagram qui vont acheter notre produit. 1%, croyez-moi, ça vous suffit. Soyez authentique, parlez comme vous aimez voir sur Instagram les gens parler ou sur un autre réseau social. Et la base, c'est vraiment de donner de la valeur. Alors, essayez, si vous vendez, je ne sais pas, des bijoux, essayez d'expliquer aux gens comment faire des bijoux. Ils ne vont pas vous copier. Et même s'ils vont vous copier, si jamais une personne aime faire des bijoux, elle va trouver sa voie. Moi, si je vois une personne qui vend des bijoux, moi-même, je ne vais jamais faire un bijou. Ça ne m'intéresse pas. Mais s'il m'explique et s'il y a de la valeur dans ce qu'il fait, je vais suivre la page. Je ne vais peut-être pas acheter, mais je vais suivre la page. Et quand je me sens connectée à la personne qui est derrière cette page, croyez-moi, je vais acheter. C'est comme ça. Sarah. Merci Sarah pour Voilà, je crois ce que j'ai bel beaucoup témoignage. parlé. Ouais, non, on sent déjà l'enthousiasme et c'est ce qui, je crois que c'est important donc d'avoir cet enthousiasme pour réussir dans son projet. Et donc, je te remercie pour ton partage d'expérience et donc un constat est là, il faut persévérer. Oussem, est-ce que je peux juste rajouter un tout petit truc, je crois qu'il sera très très intéressant pour les jeunes. Oui, juste 10 secondes alors, Sarah. 10 secondes. Ouais. Investissez en vous, des formations, soyez bien entourés, demandez des avis, comme ça, comme aujourd'hui, comme vous le faites. N'hésitez pas à faire ça, c'est comme ça que vous avancez. Merci beaucoup Sarah. J'ajoute qu'il faut persévérer pour réussir. Donc, on va lancer maintenant notre 5e sondage que vous voyez donc apparaître à l'écran. Notre dernier donc, sondage. La question est maintenant que j'ai maintenant une meilleure compréhension de l'automatisation des ventes et de la manière dont elle peut aider mon entreprise. Donc, c'est un constat après ce webinaire. Donc, le 1, ça signifie non, je n'ai pas obtenu d'informations. Et le 10, oui, j'ai suffisamment d'informations pour commencer. Donc, est-ce que ce webinaire vous a été utile, oui ou non? Donc, 1, non, 10, oui. Donc, on va vous donner 10 secondes. Merci. Est-ce qu'on peut afficher le résultat? OK. Merci beaucoup. Donc, pour résumer un petit peu donc, les différents sondages qu'on a fait, on voit déjà qu'il y a une utilité à avoir ce genre d'événements et de webinaires parce que déjà, on a vu que 29%, plus de 29% des participants ont trouvé que ce webinaire a été utile pour eux. Donc déjà pour s'informer et donc avoir une idée sur les outils nécessaires à la vente en ligne. Donc durant les différents sondages, on a constaté que 67% des PME ciblent le marché étranger. 40% des PME ont développé un site de vente en ligne pour la commercialisation de leurs produits. 29% des participants ont un besoin de formation dans la thématique de commerce électronique et 40% donc, des participants
ont exprimé ce besoin en tant que donc le manque de formation est un obstacle majeur pour eux pour développer leur activité donc de commerce électronique. Donc aussi 40% des obstacles sont des obstacles donc logistiques. Et sur ce point, le secteur postal devrait jouer un rôle plus important pour assurer une meilleure inclusion commerciale des PME et des femmes au commerce. On a aussi tous vu à travers les différentes présentations l'aspect stratégique visant à l'inclusion commerciale des MPME à travers les différents programmes développés par l'UPU, notamment le projet Trade Post et l'expérience pilote en Tunisie et au Maroc. On a aussi retracé les difficultés que rencontrent certaines PME au niveau des transactions du commerce électronique. On a ensuite vu le rôle que joue la Poste tunisienne dans le développement du commerce électronique en Tunisie à travers la fourniture de services logistiques et financiers destinés aux PME. Monsieur Bachouch a partagé avec nous quelques conseils adressés aux PME pour réussir son activité donc e-commerce. Monsieur Jean-Claude a présenté les différentes solutions qu'offre la plateforme de vente en ligne, passant de la commande jusqu'à la gestion des retours de marchandises. Au final, donc, on a eu un retour sur une expérience réussie d'une jeune entrepreneuse, Madame Sarah Kinge, qui s'est lancée dans le commerce électronique. Donc, on passe maintenant donc, à la section questions-réponses. On va tout d'abord vérifier si on a des mains levées ou bien des questions dans le chat ou bien dans la rubrique questions et réponses, donc Q et R. Donc, aussi, vu le temps qui nous reste, je vous prie d'être bref dans les questions et aussi dans les réponses. Est-ce qu'on a des questions? Donc, je crois que je vais proposer quelques questions pour donc, nos intervenants, vu déjà l'intérêt de leur présentation. Tout d'abord, et je demande juste donc aux panélistes de répondre en 1 minute maximum. Donc, la première question est pour M. Yousri Bachouch. Donc, M. Yousri, est-ce que vous croyez donc, que la Poste, en général, et non pas seulement la Poste tunisienne, donc peut étendre son métier principal pour couvrir la fourniture donc, d'un service comme la Virtual Marketplace? Une autre question pour M. Jean-Claude. Comment vous faites pour la gestion des retours? Notamment, on sait que cet aspect-là est très coûteux pour les PME. Donc, comment Amazon ou bien vous, en tant que partenaire d'Amazon, vous traitez cette question-là et comment simplifier l'accès pour donc les petites et moyennes entreprises afin de réussir leurs transactions de commerce électronique? Et donc, juste une dernière observation, c'est qu'il est, pour réussir donc l'opération d'exportation pour le PME, il est nécessaire et primordial de respecter les différences culturelles quand on exporte sur un marché étranger. Donc, je laisse la parole à M. Yousri si on n'a pas d'autres. Non, je ne vois pas d'autres questions. Donc, M. Yousri, vous avez la parole. 1 minute, M. Yousri, si vous voulez. D'accord, merci Hussein. Donc, pour répondre à votre question, donc, je dirais bien sûr qu'aujourd'hui, le secteur postal est un acteur très actif en matière de e-commerce. Il est un acteur aussi d'inclusion financière, mais aussi économique et sociale. Aussi, aujourd'hui, la stratégie postale internationale auprès de l'EPU, mais même aussi auprès des établissements postaux, c'est d'étendre l'activité postale ou de s'implémenter sur toute la chaîne des valeurs e-commerce, y compris la mise en place de portails ou de marketplace de vente en ligne postale à la disposition des entreprises pour les aider à commercialiser leurs produits en ligne et bien sûr les prendre en charge sur toute la chaîne de valeur e-commerce de la part de marketing ou de la commercialisation logistique et financière. Et nous savons l'étendue du réseau postal mondial qui rapproche les 6600 points de contact à l'échelle internationale va bien sûr être un levier de croissance du e-commerce pour les PME. Voilà. Merci beaucoup, M. Yousri. Je passe la parole à M. Jean-Claude. OK, merci. OK, pour partager mon expérience sur les retours d'Amazon. Donc, il faut savoir que déjà,
Le retour est un élément essentiel pour Amazon parce que ça permet déjà d'établir ce lien de confiance là avec le client qui n'ait pas peur d'acheter son produit puisque le produit, il voit le produit en photo, il ne le touche pas. Donc, ça peut arriver que quand le produit arrive chez le client, ben, ce n'est pas ce à quoi il s'attendait. Et soit il n'aime plus le produit, donc il doit être capable de retourner le produit sans difficulté. Et puisque Amazon fait livrer les commandes chez les clients, il ne voit pas la raison pour laquelle le client doit se déplacer pour retourner son produit. C'est pour ça qu'il signe des partenariats avec nous autres livreurs. Et déjà, dans la plateforme d'Amazon, il y a une option pour retourner un produit. Donc, vous allez sur votre commande, vous décidez de retourner le produit, vous cliquez sur le lien « Retourner un produit », vous allez donner la raison pour laquelle vous retournez ce produit-là. En ce moment, ben, Amazon prend en compte cette demande-là et va mettre en fonction de votre adresse sur la liste donc, de la livraison soit de la journée ou du lendemain. Et le livreur, quand il va dans cette livraison, ben, il voit ça dans sa liste de tâches à faire. En ce moment-là, il passe chez le client, récupère le colis et le retourne à l'entrepôt. Parce qu'on travaille avec l'entrepôt de Amazon. Donc ça, c'est une option. Voilà, que le client, enfin, le livreur va chercher le colis chez le client. Mais il peut arriver aussi qu'un client qui n'est pas souvent à la maison parce qu'il va au travail, les heures d'ouverture ou les heures de livraison, il ne peut pas être là. En ce moment, Amazon a encore signé d'autres partenariats avec des boutiques dans lesquelles le client peut déposer son colis à retourner et nous autres, c'est toujours sur notre route et qu'on passe pour récupérer ce produit-là et le retourner à Amazon. Et tout ceci se fait sans coût supplémentaire pour le client. Donc, en ce moment-là, le client, lui, il est, on va dire, il est à l'aise à faire sa commande parce que même s'il ne veut plus le produit, il n'a plus rien à dépenser. Merci beaucoup, M. Jean-Claude. Donc, je clôt maintenant la liste des questions et des demandes de parole. Avant donc de donner la parole je crois à Sanad pour répondre à une question de M. Sofiane Berjab. Je voulais juste préciser que ce soit la Poste tunisienne ou bien le Barid El Maghreb sont en train d'explorer la possibilité de lancer des marketplaces. En plus des opérateurs postaux, il y a les opérateurs privés comme Amazon qui donnent la possibilité aux PME d'avoir cette plateforme de vente en ligne ou bien ce site de vente en ligne parce qu'on a vu que déjà au niveau des sondages, 60% des PME participantes à ce webinaire n'ont pas de site de vente en ligne. Donc, je demande à M. Paul, donc à M. Sofiane, voulait savoir comment est-ce qu'il y a des mécanismes d'accompagnement pour la création d'un site e-commerce en Tunisie, et notamment au niveau des financements, oui ou non? Disons, à notre niveau, on n'a pas de solution mise en place. En fait, on n'agit pas directement avec les PME, on a une action avec les PME à travers des institutions financières locales. Donc, directement, on n'a pas de solution en place pour ça, malheureusement. Donc, je crois que c'est à travers des banques ou bien des IMF, donc C'est ça. des institutions de microfinance. S'il vous plaît, Oui, Houssem, monsieur Seri, ouais. Voilà, juste à titre d'information, si c'est possible, on projette la formation de l'ITC, du hub de l'ITC, qui peut aider les entreprises à… c'est une formation très intéressante pour les PME pour développer leurs activités e-commerce, y compris des solutions pour développer leur site e-commerce. Ok, parfait. Je crois que le lien va être partagé au niveau du chat. Voilà. La plateforme s'appelle Ecom Connect. Ouais, le hub Ecom Connect. Donc, tous les PME intéressés par cet accompagnement ou bien cet encadrement peuvent solliciter l'inscription au niveau de ce hub. Ce hub, je précise que ce hub, il existe maintenant au niveau de la Tunisie et il n'existe pas au niveau du Maroc. Donc, on arrive à terme de ce webinaire. Donc, je vous demande d'ouvrir donc votre webcam pour une photo du groupe pour les panélistes.
Est-ce qu'on peut... Oui. 1 minute. I'm having trouble with the photo. Et pas de problème, pas de problème. Okay, I think then we can dismiss people if they would like to go, and we can close off. Ouais. Sahana, any final words from you? Thank you, Frida. Merci beaucoup à tout le monde. Non, j'ai trouvé la discussion, le contenu des différents intervenants vraiment très, très riche et j'espère qu'on va pouvoir partager ça au plus grand nombre. Et je ne sais pas si vous avez vu le message, mais on va diffuser ces présentations, ce webinaire aussi sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à en parler entre vous et on est là pour vous aider avec plus de questions si vous voulez savoir davantage sur nos organisations. C'est avec plaisir. Merci beaucoup à tous. Merci, Sahana. Donc, OK, parfait. On va prendre maintenant, on va faire le décompte. 3, 2, 1. Aram? Sarah, est-ce que Sarah est là? Oui. Yes. OK. Ah, mais ça, je crois que seulement Sarah, il manque Sarah. OK. Bon, j'ai fait une capture d'écran maintenant. OK, parfait. Donc, à la fin de ce webinaire, je voudrais remercier les interprètes pour avoir assuré l'interprétation. Merci encore une fois à nos partenaires, donc Sanad et Avreo Impact, aux organisateurs de ce webinaire, donc aux panélistes pour avoir donc accepté l'invitation. Merci aussi aux participants et bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Bye bye. Merci, au revoir. Thank you everyone.